Dans un jeu vidéo, on doit constamment communiquer de l'information aux joueurs. Que ce soit des points de vie, des munitions, de l'argent ou même un besoin comme la faim, le jeu doit trouver une façon de véhiculer cette information-là aux joueurs pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Puisque le joueur ne peut pas nécessairement ressentir ces informations-là, parce que notamment la matrice n'a pas encore été inventée, on utilise souvent une interface pour communiquer ce qu'on a à communiquer aux joueurs. Dans cette capsule, je vous expliquerai les rôles des UI et UX en jeu vidéo. Je vous parlerai des 4 types d'interfaces, de l'économie de l'écran, de l'idée de limiter autant que possible les clics, et je terminerai avec quelques conseils et astuces. Bonne écoute! Si vous avez quelques connaissances en design, vous connaissez probablement les termes UI et UX, ou en français respectivement interface utilisateur et expérience utilisateur. Mais que veulent dire ces termes dans le contexte d'un jeu vidéo? Dans un jeu, le UI, c'est l'interface visuelle qu'on utilise pour communiquer des informations aux joueurs. La plupart des jeux utilisent comme interface ce qu'on appelle un HUD, un Heads-Up Display, ou en français un affichage tête haute. Puisque le terme est très répandu, vous m'excuserez si j'utilise uniquement l'appellation HUD lors de cette capsule. Donc en gros, le UI, c'est ce que le joueur voit qui lui communique de l'information concernant le jeu, essentiel ou non. Le UX, lui, en jeu vidéo, ça réfère plutôt à la façon dont le joueur peut interagir avec le jeu, que ce soit via le UI ou les menus, ou même les touches sur le clavier ou les boutons des manettes. Donc, essentiellement, en jeu, le designer UI se concentre sur l'apparence des méthodes utilisées pour véhiculer l'information aux joueurs, alors que le designer UX se concentre sur la façon dont le joueur peut interagir, lui, avec le jeu. Le design UX peut même aller jusqu'à réfléchir au type de contrôleur utilisé pour le jeu, dans le cas où ce serait un projet qui n'utilise pas nécessairement un clavier ou une manette standard. Concentrons-nous maintenant un peu plus sur la portion UI. En jeu vidéo, comme le décrit Gabriel Van Welly dans son article What is Game UI? A Complete Beginner's Guide to Game Interface Design, on retrouve 4 types d'interfaces, ou plutôt 4 types d'éléments d'interface. Les éléments d'interface diégétiques, non diégétiques, spatiales et méta. Regardons ensemble les différences. Un élément d'interface diégétique, c'est un élément d'interface qui peut être vu et ou entendu par le personnage dans le contexte du monde du jeu en plus du joueur. Ce que ça veut dire, c'est que l'élément diégétique est réel dans le monde du personnage, qui existe au même niveau que lui. Le meilleur exemple de ce type d'élément d'interface, selon moi, c'est la barre de vie du personnage dans le jeu d'horreur Dead Space. La barre de vie du personnage est indiquée par son armure elle-même qui possède une sorte de bande de lumière à l'arrière. Cette information-là est réelle pour les personnages, elle existe dans le contexte du jeu pour que d'autres membres de l'équipage puissent observer l'état de santé de leurs collègues afin de constater un problème. Un autre bon exemple, c'est la montre style montre intelligente du protagoniste dans Resident Evil 7. Cette montre lui permet de voir son état de santé sous la forme d'un rythme cardiaque élevé ou non, avec une couleur accompagnatrice. Il est logique de s'imaginer que le personnage voit la même information, puisque c'est pas mal ça que peut faire une montre intelligente dans notre monde aussi. Un élément d'interface non diégétique, c'est un élément qui n'existe pas dans le monde du jeu, qui est là juste pour le joueur. Ça, c'est le type d'élément de UI que nous sommes tous habitués de voir en jeu vidéo. Le HUD, c'est un exemple typique. Une barre de vie, des points de mana, des menus, etc. Bref, la plupart des éléments de UI d'un jeu sont habituellement de type non diégétique. Un élément d'interface spatiale, c'est un élément d'interface qui existe dans le monde du jeu, comme les éléments diégétiques, mais qui n'est pas nécessairement perceptible par le personnage. Ces éléments ne sont là que pour le joueur, mais interagissent directement avec les acteurs du niveau du jeu. Un exemple de ce type d'élément d'interface, c'est lorsqu'on offre la possibilité de marquer un ennemi, comme dans la plupart des jeux d'Ubisoft ou même dans Battlefield. Généralement, un petit curseur coloré suit les ennemis marqués. Le curseur se déplace avec l'ennemi dans le monde 3D, mais il n'est pas perceptible par le personnage, uniquement par le joueur. Un autre exemple, c'est les jeux qui ajoutent un petit indicateur pour démontrer qu'un objet est interactif, comme dans le jeu vidéo Control. Encore là, l'indicateur est perçu dans le monde 3D, mais seulement par le joueur. Un dernier exemple vient du jeu Splinter Cell Conviction, dans lequel les titres de niveau et des lieux sont indiqués comme des projections de lumière sur différentes surfaces du niveau, projections qui ne sont pas visibles par les personnages du monde, bien sûr.
Le dernier type d'éléments d'interface, les éléments méta, c'est des éléments qui n'existent pas dans le monde du jeu, comme les éléments non diégétiques, mais qui sont directement contextuels aux événements du jeu tels que perçus par le personnage. L'exemple le plus commun et le plus clair pour ce type d'éléments, c'est les éléments de couleur en superposition lorsque le personnage est blessé. Ce qu'on appelait à l'époque de Call of Duty Black Ops le jello rouge. Ce type d'élément-là, il est généralement utilisé pour alerter le joueur d'un problème ou d'un danger immédiat, puisqu'il attire l'attention du joueur sans contribuer directement à remplir l'écran d'encore plus d'informations. Comme je l'ai mentionné dans l'intro de cette capsule, le jeu doit véhiculer énormément d'informations aux joueurs via l'interface utilisateur. Plus le jeu et ses mécaniques sont complexes, plus il va y avoir d'informations à transmettre. Le problème, c'est qu'on ne veut pas nécessairement tout inclure dans l'écran en même temps. Ce serait non seulement très difficile à suivre, mais aussi désagréable, voire décourageant pour le joueur. La notion d'économie de l'écran entre donc en jeu. Comment conserver l'écran autant que possible pour faciliter la jouabilité, tout en acheminant l'information nécessaire aux joueurs. Il y a plusieurs façons de limiter la surcharge de l'information à l'écran, mais pour pouvoir utiliser ces méthodes, il est d'abord important de comprendre et de classer les informations qu'on souhaite transmettre aux joueurs. On peut, pour ce faire, utiliser 3 catégories d'informations. Les informations critiques, qui sont les informations les plus importantes à transmettre aux joueurs. La nature exacte de l'information dépend bien sûr du jeu, mais souvent ça va être des choses comme les points de vie, la mana, la direction d'où proviennent les attaques ennemies, etc. Les informations de soutien, qui sont des informations qui ne sont pas nécessairement prioritaires pour le moment, mais qui peuvent aider un joueur à prendre une décision selon l'interaction qu'il souhaite réaliser. Dans cette catégorie, on retrouve des éléments comme la minimap ou encore l'indicateur de munitions. Et puis finalement, on a les informations contextuelles, c'est-à-dire les informations qui n'ont de l'importance que dans un contexte très spécifique, donc pas en tout temps, et qui peuvent au besoin être cachées derrière une autre interaction. C'est des choses comme appuyer sur M pour faire apparaître la carte, ou encore regarder une arme au sol pour pouvoir en voir les informations de récupération, etc. Une fois qu'on a déterminé quelles sont les informations à véhiculer et de quel type elles sont toutes, il est plus facile de déterminer la façon dont on souhaite les intégrer au jeu. Souvent, on utilise ce qu'on appelle les HUD contextuels, qui sont des HUD ou des éléments du HUD qui ne s'affichent que dans certains contextes, plutôt qu'en permanence. Vous remarquerez par exemple que certains jeux n'affichent pas les points de vie du personnage, sauf quand celui-ci entre dans une situation de combat, ou encore qu'il reçoit des dégâts. Même chose pour les munitions. Certains jeux, comme le jeu Ready or Not par exemple, n'affichent même les munitions que juste si le joueur effectue une interaction, soit l'action de vérifier son chargeur. Le positionnement de l'information à l'écran, c'est aussi hautement dépendant du niveau d'importance qu'on leur attribue. Comme l'indique le diagramme de Gutenberg, ou ce qu'on appelle plus communément le diagramme en Z, à l'écran, on regarde généralement le contenu de l'écran dans le même ordre que celui dans lequel on lit. Donc on commence par en haut à gauche, ensuite on déplace le regard vers en haut à droite, on descend en bas à gauche et on termine en bas à droite. Ça signifie qu'on peut placer, par exemple, les éléments d'information les plus importants en haut à gauche, alors qu'on peut placer les informations les moins importantes en bas à droite. N'oubliez pas aussi, lorsque vous décidez de prioriser ou non l'information qui est communiquée aux joueurs, qu'il existe d'autres façons que l'interface utilisateur pour communiquer. On peut utiliser aussi des effets sonores, ou même la vibration d'une manette lorsqu'il s'agit d'un jeu pour console. À moins de concevoir un jeu vidéo textuel comme dans les années 70-80, les menus sont rarement les éléments les plus intéressants et attrayants d'un jeu vidéo. Souvent, c'est plutôt un mal nécessaire pour réaliser une action, que ce soit changer les paramètres, lancer la partie ou ajuster les statistiques de votre personnage. En règle générale, donc, on souhaite limiter autant que possible le temps que passe le joueur dans nos menus, afin qu'il puisse maximiser le temps passé à jouer à notre jeu, qui est probablement le morceau le plus intéressant de l'expérience. Ainsi, c'est important lorsque vous construisez vos jeux de prévoir vos menus pour faciliter l'interaction et limiter le temps qu'on y passe. Souvent, plusieurs designers vont utiliser ce qu'on appelle la règle des 3 clics. Ce que ça veut dire, c'est que, peu importe le type de menu, on ne devrait pas avoir à cliquer plus de 3 fois pour accéder à l'option ou l'action qu'on désire. Un sous-menu, dans un sous-menu, dans un sous-menu, dans un sous-menu, dans un menu, c'est pas intuitif. Et c'est certainement pas agréable à naviguer.
Avant de vous quitter, voici quelques conseils et astuces que j'ai à vous proposer pour vous aider dans la création de vos UI, ainsi que dans la réalisation de votre UX. Premièrement, lorsque vous commencez la conception de vos interfaces, débutez avec une version ultra rudimentaire, style fil de fer, sans graphisme ou illustration pour le tester dans vos projets. Ça sert à rien de passer des heures à concevoir une interface magnifique mais ultra complexe, puis de réaliser par la suite qu'elle va juste pas fonctionner pour les besoins de votre jeu. Intégrez cette interface rudimentaire-là d'abord, effectuez des tests, autant au sein de votre équipe qu'avec des usagers, puis ensuite, finalisez l'esthétique de votre design. C'est comme pour le design de niveau. On commence avec le blocage, puis ensuite, on ajoute l'art environnemental. Dans la même logique, lorsque vous en êtes à l'étape de la réalisation du UI, essayez pas de designer directement dans un logiciel de moteur de jeu comme Unreal ou Unity. Ces moteurs-là sont pour l'intégration, ils ne sont pas conçus nécessairement pour faire du design. Utilisez un logiciel externe plus approprié pour le design, puis ensuite importez vos éléments dans le moteur de jeu de votre choix. Lorsque vous préparez vos interfaces, réfléchissez aux contenus textuels qui y seront présents. Pour améliorer la lisibilité et l'utilisation de l'espace écran, essayez d'utiliser des termes qui sont clairs et courts. Plutôt que d'écrire quelque chose comme récupérer cet objet, écrivez prendre. Ça veut dire la même chose, mais avec le tiers des caractères. Toujours en parlant du UI, comme beaucoup de professionnels de design vont vous le dire, c'est pas nécessaire de réinventer la roue. N'hésitez pas à vous inspirer d'interfaces existantes dans d'autres jeux et adaptez-les pour votre projet à vous. Il existe plusieurs sites internet, dont interfaceingame.com et gameuidatabase.com, qui répertorient de nombreux exemples de UI en jeu qui pourraient être inspirants. Dans la même logique, dans le monde du UX, lorsqu'on parle de touches de clavier ou même les noms des menus, oubliez le concept de plagiat. C'est normal d'un jeu semblable à l'autre que les touches soient les mêmes pour les mêmes actions et que les mêmes options se retrouvent dans des menus nommés similairement. Ne cherchez pas à être original. Vos joueurs risquent d'être familiers avec de nombreux jeux vidéo, alors pourquoi chercher à tout recommencer? Si, pour votre joueur, la barre d'espacement signifie sauter, c'est normal pour votre jeu que ce soit la même chose. Lorsque vous définissez ces éléments de UX pour votre projet, testez d'abord d'autres projets semblables et inspirez-vous. Vos joueurs s'en tiendront pour le mieux. Pour terminer, et ça c'est un conseil que de plus en plus de jeux suivent, si une action que le joueur s'apprête à réaliser est risquée, dans le sens qu'elle est définitive et pourrait affecter l'expérience du joueur pour le reste de son parcours, considérez ajouter une interaction de confirmation. Votre joueur est sur le point de débuter une mission qui est un point de non-retour dans votre jeu, ce qui l'amènerait à la fin sans possibilité de retourner dans le monde ouvert, par exemple. Un petit message à cet effet, c'est toujours apprécié. Votre joueur a cliqué sur un bouton qui réinitialise tous ses points d'attribut à 0 pour pouvoir les dépenser différemment. Peut-être qu'un petit avertissement pour vérifier que c'est pas une erreur, ça serait de mise. À vous de voir comment ça s'applique à vos projets, mais je vous recommande fortement ce type d'ajout qui peut largement bonifier l'expérience de vos utilisateurs. Et c'est ce qui conclut cette capsule sur les UI et UX en jeux vidéo. Ce sont des sujets qui sont très larges, alors bien sûr je n'ai touché qu'à la surface dans cette vidéo. Comme je l'ai mentionné plus tôt, n'hésitez pas à aller voir en ligne des exemples de UI à travers les banques qu'on retrouve sur différents sites internet pour vous inspirer. Et aussi utiliser les nouvelles connaissances que vous venez d'acquérir pour pouvoir aller observer la façon dont le UX est utilisé dans vos différents jeux préférés. Entre-temps, je vous invite aussi à aller consulter les sources que j'ai utilisées pour cette capsule. Les voici. L'article What is Game UI? A Complete Beginner's Guide to Game Interface Design par Gabriel Van Wely, publié originalement en septembre 2022 et mis à jour en février 2026 sur le site sketch.com. L'article Basic Guide to Game UX Design par Denise Wilhouse, publié en avril 2023 sur le site protopie.io. L'article Game UX Design, A Complete Guide to User Experience in Video Games, publié en avril 2026 sur la plateforme UXPin sur leur propre site web. Et finalement, le livre Practical Game Design Second Edition par Adam Kramarczewski et Ennio DiNucci, publié en 2023 et disponible en ligne via la BANQ. Merci pour votre écoute et à la prochaine.